Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Point de vue. Un épisode un petit peu spécial puisque nous accueillons dans la salle de presse de la patinoire Saint-Léonard un invité prestigieux, l'homme qui vaut 650 points en National League, Julien Sponger. Salut Julien. Salut. Pour parler du début de saison de Gotteron, de ce record de Slava Bykov qui est toujours le meilleur compteur de l'histoire de Gotteron, et aussi pour évoquer l'homme que l'on connaît quand même à force, nous serons deux journalistes pour le prix d'un. Salut Patricia. Salut Pierre, salut Julien. Salut. Alors commençons tout de suite, comme on l'a dit pour ce premier tiers-temps, sur la situation de Gotteron. Un début de saison globalement bon. Comment toi Julien tu analyses ce début de saison ? Ouais, c'est vrai qu'on est plus ou moins là où on voulait être. On connaît l'importance du début de saison dans un championnat. On l'a vécu les dernières saisons, on a un peu passé à côté du début et puis on a dû cravacher quasiment 50 matchs pour remonter au classement, ce qui n'est pas évident. Donc cette année, on se voulait de prendre un bon début. Tous les points qui sont faits au début, ils sont faits. Donc on a bien réussi à le faire. On voit certaines équipes qui sont un peu plus dans une situation un peu plus difficile. Donc voilà, nous on a notre route, on sait où on veut aller. On sent que c'est fragile d'un côté, on sait que ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Les équipes commencent aussi à reprendre des points. Il y a une grosse différence entre certaines équipes au niveau des matchs, donc c'est pas évident, mais voilà, je crois que le début est plutôt positif et puis maintenant il faut construire là-dessus pour la suite. Justement, vous vous sentez pas un petit peu sous pression après deux défaites là ? Non, on sait que c'est pas la situation idéale. Contre Lausanne, on a eu de la peine. Le match à Lausanne nous a fait assez mal quand même de prendre 6-1 comme ça. Même si on n'a pas fait en soi un mauvais match, on a quand même eu un bon départ. On prend 3-0 après 20 minutes alors qu'on était presque dominant par moment. Mais c'était comme ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a aligné ces deux défaites. On a pu quand même gagner ce coup de Suisse aussi, ce quart final, se qualifier pour les demi-finales, ce qui est hyper positif. Mais on le sait, en championnat, avant ces deux défaites, c'était une victoire, une défaite sur les 8 derniers, je crois. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention dans ces situations-là. On va jouer des équipes aussi qui sont en forme prochainement. On connaît. Hein. On sait que Genève, c'est pas évident. Ensuite, on aura beaucoup de déplacements. On va à Davos, à Lugano, à Berne, je crois, à la suite. On joue beaucoup à l'extérieur. Donc prenons un jour après un autre, mais on sait qu'il va falloir se battre pour engranger des points avant Noël. L'équipe avait bien commencé, avant on a un petit peu marqué le pas. Toi, c'est un peu la dynamique inverse. C'était un début de saison plus difficile et là, tu montes en puissance. Il y a une sorte quand même un peu de soulagement, tu retrouves ton jeu. Ouais, je suis content, j'avais pas de doute là-dessus. C'est vrai que on n'a peut-être pas l'habitude de me voir en dehors des statistiques, des goals et des assists pendant une dizaine de matchs. Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma carrière. Mais voilà, c'est comme ça. Je savais que ça allait être difficile. J'ai eu un petit pépin physique au début. Ensuite, physiquement, justement, je ne me sentais pas très très bien. Il m'a fallu presque une dizaine de matchs pour me remettre dedans, pour vraiment trouver mon rythme. J'ai de la peine aussi à trouver un rôle au tout début dans l'équipe. En jouant moins que d'habitude, en jouant peut-être avec une quatrième ligne, avec des jeunes joueurs. Ce dont j'avais pas vraiment l'habitude, donc tout ça a fait qu'il m'a fallu un petit peu de temps, mais c'est vrai que dernièrement je retrouve les sensations, je retrouve mes jambes, je retrouve la confiance aussi, et puis voilà, j'ai travaillé pour, je savais que ça allait tourner. Après, je sais que c'est comme ça. Je sais que je suis un joueur qui est beaucoup médiatisé. Quand ça se passe bien, je l'accepte. Et je sais que quand ça va pas bien, la même chose. Les médias s'en mêlent rapidement et puis on en parle beaucoup. Donc voilà, maintenant pour moi c'est derrière, tant mieux. Je vais pouvoir me concentrer sur la suite. Et puis ce qui était positif aussi, c'était que je pense malgré le début de mon début de saison qui était loupé, l'équipe a eu un très bon début de saison. Donc ça m'a permis moi de me concentrer de mon côté sur moi-même. Pendant des années, peut-être que Gotteron a été dépendant de 1-2 joueurs, de la forme d'un-deux joueurs, ce qui n'est plus le cas actuellement, si ce n'est peut-être Etobera à qui on doit énormément. Mais sinon, je pense qu'on a une équipe homogène et puis ça, c'est positif. Il y a eu beaucoup de brassage de lignes. Toi, tu as été concerné obligatoirement. Comment tu l'as vécu ? Parce que
ça doit faire des adaptations à chaque fois. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que ces changements de ligne ne sont pas évidents. Après, c'est des décisions de coach. Ça fait bientôt 20 ans que je suis professionnel. Je me suis jamais permis d'aller demander de jouer avec tel et tel ou bien de changer de ligne. Je crois qu'il faut respecter ça. Je crois qu'il y a une concurrence à l'interne, ce qui est très sain, ce qui est très bien. Il ne faut pas avoir des joueurs qui sont établis dans un rôle ou dans un autre. Et ça permet à tout le monde justement d'avoir une chance, puis de se battre pour s'améliorer et puis avoir sa chance. Donc c'est clair que c'est pas évident quand on passe d'un rôle de première ou deuxième ligne, beaucoup de powerplay, une vingtaine de minutes sur la glace à une dizaine de minutes. Voilà, ça change. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Si on prend 10 minutes divisé en 3 tiers, ça fait 3 minutes, ça fait pas beaucoup de temps de glace. Donc pour rester dans le match, pour prendre confiance, prendre ses marques, c'est pas évident non plus. Mais ça fait partie. Je crois que c'est comme ça. Il faut passer par là et puis ça fait partie du hockey actuel. Christian Dubé aime bien brasser ses lignes, faire des ajustements pendant les matchs. Peut-être de Christian Dubé, parlons-en rapidement. Vous avez fini par vous habituer à le voir à la bande. C'est vrai qu'au début, quand on l'a vu débarquer, ça faisait bizarre, mais maintenant, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il vous apporte en fait aussi? Moi, je pense qu'on s'y est habitué. Je crois qu'au tout début, c'était un peu spécial parce qu'il n'avait jamais été vraiment coach. Moi, je l'ai connu comme joueur, comme directeur sportif. Tout d'un coup, de le voir derrière le banc, ça fait un peu bizarre. Je crois qu'il a vraiment pris ses marques. Il s'est fait à son nouveau job. Bien sûr que c'est du travail, hein. Mais je pense que ce qui est positif et puis ce qui lui va très très bien, c'est il est nouveau acteur, je pense, en étant derrière le banc. Et il aime être au contact des joueurs, il aime être proche du jeu, il aime pouvoir avoir des émotions positives, négatives, de pouvoir parler aux joueurs, de pouvoir parler aux arbitres. Je pense que ça fait partie de sa personnalité. Dans l'ombre, c'est toujours difficile parce qu'à part se faire critiquer, on ne reçoit pas beaucoup de choses positives. Donc là, ça lui permet vraiment de pouvoir mettre sa patte sur l'équipe, de pouvoir aller dans la direction qu'il va. Il a choisi tous les joueurs qui sont là quasiment. Donc je pense qu'il a sa place et puis il se sent bien. Et on a vraiment une très bonne cohésion, que ce soit moi ou les autres joueurs. On s'entend bien avec. On peut parler honnêtement et franchement. Et ça, je pense que c'est aussi un point hyper positif. Le départ de Sean Simpson, il pèse pas trop finalement dans l'équipe? Par rapport à nos joueurs, il était peut-être des fois un peu plus dans l'ombre. C'était pas lui qui prenait le plus souvent la parole. Je pense qu'il était plutôt là, surtout là aussi pour Pavel et puis Christian, pour les aider. Je pense qu'on ne s'improvise pas coach non plus du jour au lendemain. Tactiquement, quand on joue contre des entraîneurs, on a joué contre Jalonen, contre l'entraîneur de Zurich ou d'autres joueurs qui ont une expérience au niveau national, international, qu'on a vu durant leur carrière. Voilà, c'est pas facile de rivaliser tactiquement parce qu'il y a un travail énorme là derrière. Donc je pense que Sean Simpson amenait ce côté-là. Maintenant, ils ont beaucoup appris. On sait que Pavel passe aussi des heures et des heures du matin au soir à regarder des vidéos, à travailler tactiquement. Et puis voilà, ils progressent. Ils ont cette envie de progresser, cette envie d'aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est tout bénéfique. Alors si tu es là, Julien, c'est pour parler d'une chose assez particulière. Ce record du club, ce record de points, 651, qui est sur le point d'être battu par toi. Comment tu te sens ? C'est assez spécial parce que justement, c'est un petit peu... on ne se rend peut-être pas compte, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un petit peu le côté un peu du sportif où il y a à peine 2 semaines, on parlait justement du fait que je ne marquais pas, est-ce que c'était la fin de ma carrière, qu'est-ce qui se passait, tout était un peu noir, et puis tout d'un coup, en 10 jours, 2 semaines, on me parle de record, d'être le joueur le plus prolifique du club, de toute l'histoire du club, de pouvoir dépasser le plus grand joueur, Slava Bykov. Donc c'est assez spécial, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. On sent les extrêmes, mais voilà, j'y suis habitué. Pour revenir au record, pour moi, Slava, pour moi, il est intouchable. Pour moi, Slava, c'est Slava. Slava, il est champion olympique, il est multi-champion olympique. Je ne sais pas combien de fois champion du monde en tant que joueur, en tant que coach. C'est une personne extraordinaire. J'ai un respect. Et puis, c'est une idole comme j'en ai peu. Donc, on ne peut pas me comparer pour moi à Slava Bykov. Aussi parce qu'il a fait ce record en 332 matchs. J'allais en venir justement après, si tu prends les points et au nombre de matchs, il a fait quasiment 2 points par match.
en 300 matchs, donc c'est incomparable. Il lui a fallu quelques années, il m'en faut presque 20. C'est clair qu'on ne peut pas comparer. Pour moi, ce qui me rend fier et puis ce que j'apprécie, c'est que voilà, j'essaie de tout donner pour ce club, pour ce maillot depuis le début de ma carrière. C'est une sorte de reconnaissance. Je pense que ça sera peut-être marqué dans l'histoire et puis on va s'en souvenir de choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une sorte de récompense par rapport à tout le travail fourni durant toutes ces années. Mais après, je ne veux pas et je ne peux pas être comparé à Slava. On est vraiment encore à milieu l'un de l'autre. Il y a des joueurs comme ça qui sont intouchables. Il y a des Federer dans le tennis, il y a un Bikov dans le hockey, en tout cas pour moi. Donc la comparaison, non, mais un honneur de pouvoir être tout en haut de ce tableau. Et j'oublie pas non plus que de ces points-là, je ne suis pas arrivé tout seul. Hein. Maintenant, on parle de moi pour ces points, mais voilà, Andrei, je pense qu'il a dû participer à plus de la moitié, 3/4 de mes points. Ça serait intéressant d'avoir la statistique. Ouais. J'en ai vu justement parce que depuis que ça commence on parle de ce record, je reçois via les réseaux sociaux comme ça des statistiques un peu à gauche à droite. Sur les 10 dernières saisons, le duo le prolifique c'était Bikov-Sprunger. Le deuxième plus prolifique c'était plus Sprunger. Donc voilà, c'est vrai qu'on a cette triplette qui reste gravée dans la mémoire de beaucoup de supporters fribourgeois, pour moi aussi. Et j'oublie pas les joueurs comme ça qui m'ont aidé à arriver où je suis aujourd'hui. Vu que tu parles juste de ce binôme avec Andrei, vous avez marqué un but ensemble contre Lausanne l'autre jour. Vous n'avez pas toujours joué ensemble ces dernières années. Est-ce que tu as l'impression que ce lien qu'il y avait entre vous, il est toujours aussi fort sur la glace ou à force finalement d'être séparés, à force que les années passent, et ça c'est un petit peu amenuisé comme lien? Ça fait plusieurs années qu'on joue plus du tout ensemble. Hein. Je crois que avant Mark French, on nous a séparés. Je crois qu'avec Mark French, on a quasiment jamais. Peut-être qu'on a joué de temps en temps un match ou deux pour essayer comme ça, mais on nous a séparés assez souvent. Là, depuis le début de la saison, c'était un petit peu, ça a changé régulièrement. Ces derniers matchs, je me retrouve un peu plus régulièrement avec Andrei. J'adore jouer avec Andrei parce qu'on se comprend, on se connaît, on sait sur la glace exactement de quoi attendre l'un de l'autre. Après, voilà, je pense que le hockey évolue. Automatiquement, on n'a peut-être plus la même vitesse, la même vision du jeu. Le hockey évolue aussi justement de plus en plus de nos jours. On ne peut plus jouer exactement la même chose. Quand on regarde les vidéos d'il y a 10-15 ans en arrière, c'était différent d'aujourd'hui. On ne peut plus trop se permettre certains gestes techniques. Donc voilà, on doit évoluer. On est peut-être moins prolifique aussi ensemble. On marque peut-être un peu moins, on a moins de points. Mais alors le plaisir de jouer ensemble est toujours intact. Franchement, ce record, tu y as pensé à tous ces chiffres à un certain moment? Non, pas vraiment. Non, alors ces derniers temps, maintenant on commence à en parler. Alors bien sûr, je commence à regarder le nombre de goals, le nombre d'assists, un peu tout ça. Mais sinon, c'est pas quelque chose auquel je fais plus attention que ça au quotidien. Dès qu'on passe une barre mythique, on reçoit, on nous le dit. Ou j'ai fait mon 600e point il y a 2 ans, je crois. Le masseur, il m'avait fait un petit trophée avec le puck. Il y a des petits gestes comme ça qui restent, mais sinon. Non, on n'y pense pas plus que ça. Par contre, voilà, c'est vrai que quand on commence à faire des bilans, on commence à arriver à des records comme ça, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'années qui sont derrière. On est gentiment plus proche de la fin que du début. Et puis voilà, pour moi, j'ai toujours du plaisir à jouer. J'espère pouvoir encore enfiler des goals, faire des passes. Mais voilà, je n'ai pas chez moi un classement des meilleurs buteurs de l'histoire après Suisse ou comme ça. Et puis, c'est pas mon but, on fera les comptes à la fin. Tant mieux, ça peut être un honneur si je peux être le plus haut possible, mais c'est pas l'objectif ultime. Si tu en passes de dépasser Slava, c'est aussi parce que tu es toujours resté en Suisse. J'ai appris en regardant le repas d'équipe de MySports que tu avais signé un contrat two-way. Avec les New York Rangers. Personnellement, je l'ai appris là, Patricia. Je sais pas, toi, tu avais peut-être déjà cette info. Non, j'ai pas, ou bien je les zappé. Moi, c'était il y a longtemps, c'est pour ça. Ouais, mais c'était. Plus tout jeune, mais c'est vrai que c'était, je sais plus l'année, mais j'avais été drafté en 2004 par Minnesota. J'avais fait les camps pendant 2 ans. J'ai fait les camps là-bas. J'avais discuté avec
avec les dirigeants, mon agent à l'époque. Et on avait décidé de continuer à me développer en Suisse. J'avais beaucoup de temps de glace, je jouais dans une ligue professionnelle. Pour moi, c'était un plus, donc je suis resté ici. Finalement, je n'ai jamais été du côté de Minnesota. Après 4 ans, la règle voulait que tu étais agent libre. Donc n'importe quel club peut te proposer un contrat ou te signer. Et à ce moment-là, il y avait un scout des New York Rangers qui était venu à plusieurs reprises. Et puis, je pense que c'était une de mes meilleures saisons au niveau goal aussi. J'avais une très très bonne saison. M'a proposé justement un contrat two-way. Ça veut dire que tu signes un contrat où tu peux jouer autant NHL à AHL avec deux salaires différents. Enfin, c'est vraiment, vraiment complexe. Et puis cette même année-là, je me suis blessé au championnat du monde à Berne en 2009. C'était en 2009 du coup. Et c'était tombé à l'eau. Je crois que j'avais de toute façon encore un contrat courant ici. Et puis c'était pour moi partir. Il m'a fallu des mois pour me remettre, pour pouvoir. Je ne savais même pas si j'avais rejoué au hockey au début, donc on a annulé ce contrat et puis je suis resté ici. Mais sans cette blessure, on est d'accord que tu serais parti? Ouais, j'aurais tenté ma chance, je pense, à cette période-là. Ouais. Okay. Je pense que c'était l'idée. Je me sentais mûr. En 2009, j'avais 23 ans. Donc j'avais l'impression d'arriver vraiment au top en Suisse et puis j'ai envie d'essayer autre chose. Mais voilà, je ne suis pas rancunier, je ne suis pas déçu, je ne vis pas avec des regrets de ne pas être allé. Je me dis que c'est la vie, c'était comme ça. Je suis resté ici, j'ai une carrière magnifique, j'ai eu des enfants tôt. Donc j'ai pas, pour moi, dans la balance, c'est pas du tout une perte ou bien une défaite de ne pas être allé à NHL. Il n'y a pas un ange ou un petit démon qui te dit dans ta tête ouais, j'aurais peut-être dû partir 2 ou 3 ans, finalement, c'est dommage de ne pas l'avoir fait? Ça dépend pourquoi. Si c'est le but de gagner des titres des champions suisses le plus vite possible, j'aurais pu partir à Zurich. J'ai reçu une offre de 4 ans à Zurich. J'aurais pu partir à Berne, j'aurais pu partir à Genève, j'aurais pu partir dans pas mal de clubs, dans les grands clubs qui ont aligné les titres. Bien sûr, j'aurais pu. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui m'a retenu ici. L'amour du maillot, les responsabilités qu'on m'a données, les valeurs que transmet ce club aussi, pour moi, ça a toujours été très très important. Donc j'avais envie d'être la figure de ce club, j'avais envie de pouvoir vraiment essayer de donner le maximum à ce club. Et puis on a eu on avait des ambitions aussi, on a fait une finale, on a fait 3 ou 4 demi-finales, on a eu quand même des très belles années, on a eu des difficiles, c'est clair. Mais voilà, la vie a fait que j'ai voulu rester ici. J'ai pu construire ma vie professionnelle, ma carrière ici, ma vie privée à côté. Voilà, y a des joueurs qui partent très tôt de leur club où ils étaient juniors et puis qui bourlinguent un peu toute leur carrière. Et puis qu'au final, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc on peut voir ça dans les deux sens. Moi, j'ai vraiment aucun regret. Ça a toujours été un honneur d'être là. Le seul regret que j'ai, c'est pour l'instant d'avoir jamais été champion suisse. Mais c'est pas fini et puis je vais toujours me battre jusqu'à mon dernier match pour le faire. Il te reste en tout cas 3 possibilités de devenir champion. Tu as un contrat jusqu'en 2023. Est-ce que ce contrat, tu penses que ce sera le dernier? On rappelle que tu auras 37 ans au moment de la fin de ton bail ici. Je sais pas, ça me paraît encore loin. Ça me paraît vraiment loin. C'est pas facile de se dire c'est mon dernier contrat à la fin de ces 2 ans. C'est sûr, je raccroche les patins. Aujourd'hui, en tout cas, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, c'était difficile au début, mais là maintenant, je prends vraiment du plaisir. Je commence à retrouver mes sensations. Je sens que je suis encore utile à l'équipe. Et puis c'est mon métier, c'est ce que j'aime. Je me sens physiquement bien. Donc c'est difficile de voir autant loin et puis d'anticiper. Certains joueurs ont peut-être besoin de le faire pour se dire ok, je sais que c'est encore ces 2 dernières années, après c'est fini, je passe à autre chose. Moi pour l'instant pas. C'est clair qu'à 37 ans c'est plus la même chose. J'aurai certainement de toute façon plus le même rôle dans cette équipe non plus, mais j'ai pas envie de dire oui ou non aujourd'hui. On va voir où ça me mène, on va voir le club aussi, les ambitions qu'ils ont. Est-ce qu'il y aura une place pour moi ou pas? Est-ce que physiquement moi j'aurai encore envie de continuer ou pas? Est-ce qu'il y aura toujours ce feu sacré comme je peux l'avoir aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas j'ai du plaisir à le continuer. Je crois que plus on s'approche de la fin, plus on se rend compte qu'on a de la chance de faire ce qu'on fait. Donc je vais essayer de profiter au max jusqu'au bout. Avec 846 matchs, tu as la barre des 1000 alors on parle toujours de records, on parle beaucoup de chiffres, mais c'est vrai qu'il n'y a que 13 joueurs, je crois Mikael Ngoy est devenu le 13 joueur à passer la barre des 1000. Ça peut aussi être un objectif finalement de vraiment durer, de t'établir au-delà de cette barre mythique. Oui et non, je pense que
C'est un honneur pour les joueurs qui arrivent à passer cette barre parce que ça prouve qu'ils arrivent à durer dans un monde qui demande, qui est très exigeant physiquement, mentalement, même avec les blessures. On voit même Michael Ngoy, je le connais très bien, c'est un ami à moi. Moi, je suis heureux pour lui qu'il ait pu passer cette barre. Il a vécu 1 ou 2 saisons très, très, très difficiles. Il n'a quasiment pas pu jouer. Il était beaucoup blessé. Et ensuite, il s'est battu pour revenir. Et puis voilà, ça prouve qu'il a réussi aussi à rester en forme jusqu'à aujourd'hui. De pouvoir continuer et puis de pouvoir perdurer dans ce monde-là professionnel, dans le hockey, c'est quand même de plus en plus difficile. On voit de moins en moins de joueurs qui arrivent à 40, 41 ans. À l'époque, il y en avait quand même un petit peu plus. Ça demande de plus en plus physiquement aussi. Et puis voilà, pour moi, c'est pas l'objectif ultime. Maintenant, je sais bien que si je joue tous les matchs jusqu'à la fin de mon contrat, j'y serai pas loin. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Voilà, c'est pas mon but ultime si je le fais. Tant mieux, c'est clair, ça peut être un honneur d'être dans un groupe comme ça, dans un groupe un peu fermé. Mais voilà, je sais qu'après aussi, le jour où on arrête le hockey, on oublie vite ce genre de choses. Ça passe vite de l'autre côté. Donc je ne m'arrête pas absolument là-dessus. Sur tes buts, tu te souviens de tous ? J'ai l'impression que je m'en souviens de beaucoup. Si je vois des vidéos, des montages que je reçois de temps en temps, beaucoup je m'en souviens. Il y en a 2, 3, des fois j'oublie un petit peu. Mais j'ai l'impression quand même qu'une grande majorité, je peux m'en souvenir. Ouais. Le plus beau, le plus laid, t'arriverais à les le plus beau, ça dépend justement, on en a parlé il y a quelques jours avec un journaliste. Ça dépend ce qu'on entend par beau. Il y a le plus beau techniquement. C'est clair que le plus beau techniquement ne sera peut-être pas le plus beau pour le public fribourgeois. Il y a le plus beau émotionnellement. Je pense que si on parle du plus beau émotionnellement, il y a eu ce but contre Zurich, c'est clair, en quart de finale, qui nous a qualifiés. Je pense que les supporters qui étaient là ne l'oublient pas, s'en souviennent comme si c'était hier. C'est au niveau des émotions que tu peux transmettre, que tu peux vivre. Tu vois des vidéos, tu te reconnais pas. Enfin, tu as l'impression d'être transformé, tu as l'impression d'avoir fait exploser cette patinoire. Je n'ai jamais gagné de titre malheureusement, mais je pense qu'on ne devait pas être loin de ça à ce moment-là. Ouais. C'était juste un sentiment extraordinaire. En plus, sans regarder l'action, tu m'as criant sur l'arbitre. Ça, c'était le deuxième, ça. C'est le deuxième, c'était l'égalisation, à quelques secondes de la fin. Toi, tu parles de celui des prolongations. Alors, c'est ça, il y a celui des prolongations après. Ouais. Et puis, c'était une soirée juste extraordinaire. Après, techniquement, il y en a plusieurs. Il y en avait un à Davos, à Spengler, qu'on a joué contre les Russes d'Ufa. Techniquement, je pense que celui-là, pour moi, il était... c'était un des plus beaux. Je pense que là, il y avait vraiment tout qui me définit, des fins techniques, fins de corps, la finition. C'était juste vraiment, vraiment magnifique. Contre Genève aussi, t'en as... Contre Genève, contre Bézina, je me rappelle à quelques secondes de la fin. Souvent, c'est les goals en fin de match. Ça m'a assez souvent caractérisé, justement, de pouvoir marquer des goals en fin de match pour égaliser ou bien faire la différence. Comme contre Lausanne dernièrement, là, où malheureusement, ça n'a pas compté, mais c'est aussi un match, un goal en fin de match. Et puis après, le plus laid, par contre, alors là... Ça peut être ton premier de cette saison. J'y pensais justement, mais bon, il n'était pas si laid parce que... Non, mais c'est vrai que ça, c'est pas des beaux goals. Ça, c'est pas... J'ai marqué un bel autogol une fois à Berne, celui-là, je m'en souviens. On était en prolongation, j'étais devant le goal, je sais pas quand je me suis retrouvé dernier défenseur à un 2 contre 1. J'ai voulu couper la passe et puis je l'ai mis au fond du filet. Donc, bon, c'est pas aussi laid que Philippe Fourrière. Non, là, j'étais aussi présent à celui-là. J'étais là au championnat du monde à Québec. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais bon, quand on peut en rigoler quelques années après, c'est bon signe. Ouais. Le premier, je m'en souviens, c'était contre Bâle, ici à Fribourg. Un penalty, non, c'était le deuxième, ça. Okay. Contre Bâle aussi à Fribourg, le penalty. Le premier, ça s'appelle, ils disent en suisse allemand, un Boblitrick, ou je sais plus comment, c'est ça. Tu fais le tour du goal. J'en ai marqué beaucoup au début de ma carrière des comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas remis maintenant des goals comme ça. Mais je m'en souviens très bien avec ma grille. Ça devait être même, je ne sais pas si c'était le 4 octobre ou quelque chose comme ça, 2003, il me semble. C'était la fois où Nilsson était arrivé en hélicoptère. C'était cette saison, c'était dans ces eaux-là, exactement. J'étais encore tout jeune là, avec la grille.
Et puis, ouais, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Mais... C'était encore possible de marquer des buts comme ça en faisant le tour de la glace. C'était encore possible, il y en a Ouais. vraiment de moins en moins. Ouais. Ouais. Il y a tellement de pression maintenant, le jeu a tellement changé que Ouais. c'était possible aussi avant de prendre le puck dans sa zone, de dribbler 3 joueurs et de marquer. Aujourd'hui, ça devient très 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 compliqué. T'en vois peut-être 1 ou 2 par saison. À l'époque, je pense qu'il y a des joueurs qui arrivent à en mettre 2, 3 eux-mêmes par saison. Donc ça évolue. Le hockey évolue. Les choses qui étaient possibles ne sont plus possibles aujourd'hui. Il faut évoluer avec. Tu penses que le Julien Sprunger, si Julien Sprunger avait commencé sa carrière en 2020, il aurait eu autant de succès que si Je sais pas. Sprunger qui a commencé Je sa sais pas, carrière. je me suis jamais posé cette question. Peut-être. Il y avait plus d'espace quand même. Il y avait qui plus d'espace, favorise ton jeu. justement. Ouais. C'est pour ça que moi j'aurais rêvé ou aimé jouer aussi une fois avec Bykov Komutov par exemple, avec des joueurs comme ça. Quand on voit les résumés aujourd'hui, c'était tellement beau techniquement. Il y avait beaucoup moins de place à la tactique, il y avait beaucoup moins de place c'était sur le talent, les qualités personnelles, le travail, c'était juste magnifique. Moi, au début de ma carrière, c'était déjà un peu plus physique, peut-être un peu plus difficile, mais maintenant, c'est devenu de plus en plus compliqué. On voit aujourd'hui, les joueurs sont des machines physiquement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, que ce soit de la nutrition, à la préparation physique, à tout. C'est plus la même chose. À l'époque, on avait des joueurs de 3, 4e ligne, on savait que c'était des joueurs qui étaient là pour jouer physiquement, on leur demandait beaucoup moins techniquement. Aujourd'hui, un joueur de 4e ligne, il est capable de marquer autant un goal qu'un joueur première ligne quasiment. Donc le hockey change vraiment, évolue. On peut regarder dans la NHL aussi, c'est que des joueurs quasiment maintenant de plus en plus petits, rapides, techniquement hyper forts. Il y a de moins en moins ces gros bonhommes de 2 mètres, 115 kilos qui sont là juste pour essayer de casser du petit bois, quoi. On parle un peu de Julien Sprunger, l'homme, pour terminer. Après avoir beaucoup évoqué le joueur, évoqué beaucoup de chiffres, ça fait partie de ta carrière de parler de statistiques. Tu as toujours été à l'aise devant un micro. La preuve en est aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça a toujours été finalement naturel de parler devant les médias et de répondre toujours volontiers à nos nombreuses sollicitations? Pour moi, ça a toujours été... Oui, ouais, je crois que ça a été assez naturel. Ouais. C'est un exercice qui me déplaît pas. J'ai aucun souci à dire ce que je pense. J'ai aucun souci à être honnête. Des fois, on a peut-être l'idée que le sportif se cache derrière des phrases types et puis veut juste dire telle chose et telle chose dans un cadre. Je pense que je ne suis pas comme ça et moi, j'aime dire ce que je pense. J'ai le respect de mes coéquipiers, j'ai le respect de mon club, mon maillot. Je sais très bien les barrières jusqu'où je peux y aller. Mais sinon, moi, en général, j'assume. C'est facile de venir aujourd'hui faire un podcast, il n'y a aucun souci. Quand il faut limoger un coach, c'est plus difficile. Quand il faut aller après une défaite, on en prend 6, 7, on en a pris 9 ou bien 10 une fois à Rapi. C'est pas évident, mais c'est souvent le capitaine, c'est souvent Julien, si tu peux aller à la télé, à la radio. Et puis oui, il faut assumer. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma carrière de dire vraiment, écoute, cette fois, s'il te plaît, j'ai pas envie. Ça m'est arrivé, hein. Je suis justement humain. J'ai aussi mes émotions, puis des moments où j'ai moins envie. Mais je sais que j'ai des responsabilités. On m'en a donné, on m'en a confié. Et puis à moi d'assumer. Je prends volontiers la parole. Je me cache pas, je suis derrière un micro, je le fais en français, en allemand, comme je peux. Mais j'essaye vraiment d'être professionnel puis de le faire jusqu'au bout. C'était quoi ta discipline préférée à l'école? C'était la dissertation ou bien? Pas du tout. C'était le sport, la gym. Non, mais moi j'adore les langues. Le français, l'allemand, l'anglais, j'adore ça. C'est pas pour autant que j'étais bon à l'école et puis hyper assidu pour ça, mais j'aime ça. J'ai été invité plusieurs fois sur des plateaux en Suisse allemande pour parler de thématiques sur le sport, les blessures du sport, des choses comme ça. Je me rendais bien compte qu'en allant sur un plateau en Suisse allemande qui est quand même suivi, des émissions qui peuvent être suivies par des dizaines, centaines de milliers de personnes, voilà, mon allemand il est pas parfait, il est pas fluide, c'est pas facile, mais je me dis, à partir du moment où tu fais l'effort, à partir du moment où tu sais ce que tu veux dire, on va te comprendre. Il y a des fois où je bégaye un petit peu, il y a des fois où bien sûr grammaticalement c'est pas juste, mais j'aime ça, moi ça me dérange pas du tout. De faire cet effort justement, je trouve ça hyper important. Ça se fait justement en allemand, en anglais, je l'ai toujours fait avec grand plaisir. Et puis ça me permet aussi de m'entraîner, de le parler régulièrement. Je pense que c'est un plus. Et puis j'aime ça. Mais ça fait partie de ma personnalité. Je comprends des joueurs pour qui c'est plus difficile, pour qui se mettre devant un micro, se mettre un peu à nu comme ça, c'est dur. Ils ont vraiment de la peine. Et voilà, on est tous différents et moi je le fais avec plaisir.
tu te réjouis quand même que toute cette aura médiatique qui t'accompagne, finalement, un jour ou l'autre, elle sera derrière toi, ça peut être dans 3, 4 ans. Voilà, d'être tranquille. Là, tu es quand même un peu l'idole du club, l'idole d'un canton. Et puis, tu te réjouis de passer à autre chose. Oui et non. Je serais pas honnête non plus de dire que cette médiatisation, je l'aime pas, je la fuis. Je pense pas. Je pense que il faut être honnête, la médiatisation, elle a aussi des bons côtés. On a aussi beaucoup parlé de moi en bien, moi aussi beaucoup mis sur le devant de la scène. Moi aussi, justement, ça m'a aussi beaucoup aidé. Je pense que ce serait difficile de dire que la médiatisation, c'est que le négatif et puis c'est pas facile. Non, j'en ai entre guillemets pas profité, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir ce côté positif durant ma carrière. C'est clair que des périodes comme dernièrement où tu marques pas, où on te pose 50 000 questions, tu dois aligner les interviews les unes après les autres pour expliquer le comment, du pourquoi, alors que toi-même, tu n'en as aucune idée. Ça te fait déjà assez cogiter et puis c'est pas évident. T'aimerais bien éviter tout ça et puis rester dans ta bulle, rester chez toi, de pas en parler, puis le jour où ça tourne, revenir devant les micros puis dire que tout va bien. Mais ça en fait partie. Il faut accepter que ça peut aller dans les deux sens. Moi, je l'accepte, même si c'est pas toujours évident. J'ai réussi aussi avec les années justement à gérer ça, à faire une sorte de carapace pour gérer tout ce côté négatif. Et puis pas que... Bien sûr, quand on te parle pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure après chaque jour, mais tu marques pas, mais pourquoi tu n'as pas marqué après tant de temps, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu commences à y réfléchir, tu te dis mais pourquoi j'ai pas marqué après tant de temps, est-ce que j'ai changé ici, est-ce que j'arrive au bout, c'est des choses que tu peux ensuite commencer à te poser comme question. Mais voilà, je crois que j'ai réussi gentiment à me protéger de tout ça. Des fois c'est plus difficile pour mon entourage, j'ai l'impression, parce que eux, je pense que ça les touche qu'on parle négativement, qu'il y a des choses négatives qui soient dites sur moi. Et ça c'est plus difficile, ils ont moins ces outils pour le gérer. Ça les touche vraiment à l'intérieur, tandis que moi souvent ça me rebondit un petit peu dessus. Donc cette médiatisation-là va pas me manquer, c'est sûr, mais cette attention et tout, elle est pas que négative. Justement, Julien Sprunger en famille, c'est comment ? Moi, je suis très famille justement. Je suis très casanier. J'ai 3 enfants, donc j'adore passer du temps avec mes enfants, rigoler, jouer avec eux, que ce soit dedans, dehors. On fait vraiment plein de choses. On est vraiment très très famille. La nature aussi, on adore se balader, faire du vélo. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps au bord du lac à Estavayer, donc aller se balader, profiter un peu de ces bons moments. Je suis un bon vivant, j'aime bien la vie, j'aime bien manger, j'aime bien un bon vin, j'aime ma petite vie privée, mon petit cocon. Ça c'est très important. C'est un petit peu l'endroit où je peux me ressourcer, où je peux oublier justement. J'ai réussi avec les années, ça c'est pas facile, à apprendre à laisser, si j'ai pour des problèmes ou des difficultés, à les laisser à la patinoire le plus possible. Je dis pas que je suis toujours facile à vivre à la maison, mais j'ai appris justement à... Voilà, j'arrive à la maison, mes enfants, mon épouse ou les gens qui peuvent être là n'y sont pour rien. Si c'est quelque chose qui va moins bien, et puis c'est vraiment un endroit pour oublier, pour me changer les idées, pour profiter. Et voilà un petit peu le papa ou l'homme que je peux être à l'extérieur. Ça a beaucoup changé ton approche du hockey. Enfin, est-ce que tu arrives peut-être plus fatigué sur la glace à l'entraînement quand même d'avoir trois enfants ou ça te prend forcément du temps, mais est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Ça change un petit peu. Je pense que j'ai eu mon premier vraiment jeune. Il a 10 ans aujourd'hui, donc à 24 ans, justement... on a encore ce côté où on veut profiter de la vie, on veut s'amuser d'un côté où on veut. Et voilà, moi j'avais le sport, j'ai eu mon fils, j'avais des responsabilités. Donc j'ai réussi à faire la part des choses, j'ai réussi à mêler les deux. Mais automatiquement, dès qu'on devient père, on a d'autres responsabilités. On voit la vie un peu différemment, on a d'autres priorités aussi. Après, bien sûr, quand on a 2 et 3, c'est différent. Hein. Le rythme de vie change totalement. Les priorités sont justement les enfants, mais on passe le temps à faire le taxi, à faire les devoirs, à aller à gauche, à droite, chercher à la maman du jour. Enfin, c'est vrai que c'est un rythme que monsieur et madame tout le monde connaissent, bien sûr, mais en tant que sportif, des fois c'est un peu plus difficile. C'est vrai que quand on a un petit ou une petite de quelques mois qui ne dort pas la nuit, puis que tu arrives à l'entraînement, il faut enchaîner les matchs, les entraînements, on se rend compte, enfin je me rends compte de plus en plus que dans notre sport, si tu n'es pas à 100%, ça devient compliqué. Aujourd'hui, si tu es à 90%, si tu as 80% de tes capacités physiques, si tu n'arrives pas à récupérer,
ça suffit pas. Tu peux pas être là et puis être le joueur que tu dois être en étant un petit peu diminué. C'est pas grand-chose, mais ça va vite. Donc il faut apprendre à vivre avec, il faut trouver du temps pour soi. Je pense que c'est important. Mais voilà, on a quand même de la chance aussi d'avoir une vie où c'est pas de 7h le matin à 7h le soir. On a des moments pour nous. C'est aussi la gestion de ses temps libres, la gestion justement de la récupération. Et puis ça, c'est primordial. Bon, l'avantage, c'est que tu peux aller donner un biberon en rentrant d'Ambry à 3h du matin. C'était pas loin. L'autre jour, quand on est rentré, c'était pas loin. L'avantage, c'est qu'à 7h, il faut se lever parce qu'il faut l'amener à l'école. Donc, c'est vrai, quand on rentre d'un match d'Ambry à 3h, je me suis couché à 3h, 3h30 même. À 7h, il faut se lever, ça fait des courtes nuits, quoi. Je veux dire, la matinée, je suis parti à 8h30 de chez moi le matin, je ne suis pas rentré jusqu'à 3h. Tu dors 3h30, 4h, tu te lèves le lendemain, on avait congé. Mais le lendemain, y a des choses à faire. Il faut amener les enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut faire ci. Voilà, c'est la vie de tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas juste la vie de sportif où on va juste s'entraîner quelques heures le matin, on rentre et puis PlayStation toute la journée. Je crois que c'est pas comme ça. Ton aîné, il sait qui c'est, Julien Sprunger? Bien sûr, il a la chance d'avoir vu pas mal de matchs. Et puis il suit, bien sûr qu'il suit, je crois que c'est dans ses gènes. À 10 ans maintenant, imaginez que ça fait quand même un petit moment qu'il est là au bord des patinoires, qu'il me voit à la télé. Pour lui, ça fait partie de sa vie, c'est normal. Il aime ça. Il faisait du hockey, mais il a arrêté, il a commencé le foot. Donc il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ce besoin de suivre les pas de son papa. Puis ça, c'est vraiment, pour moi, c'était primordial, quoi. C'est pas de le pousser là-dedans, c'est pas tous mes enfants, hein, c'est pas vraiment d'en faire des futurs champions, des futurs hockeyeurs, pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent, mais ça rythme leur vie. C'est clair que celui du milieu qui a 3 ans, tous les matins, papa, tu vas où? Je vais à l'entraînement, je peux venir avec toi, parce que des fois, quand on a congé, je le prends, puis on va sur la glace. Puis lui, c'est clair que c'est son rêve de pouvoir venir à la patinoire tous les jours avec son papa. Et puis c'est juste génial comme métier. Donc j'essaie de partager cette passion, j'essaie de partager cette vie avec tout le monde, avec mes enfants. Mais voilà, après je reste un papa, ça reste mon job. Et puis tant mieux s'ils sont fiers d'un papa, pour moi c'est une des plus grandes fiertés. L'aîné, il était gardien, c'est juste? Il était gardien, justement. Ouais. On doit comprendre par là que tu le mettais au but et puis que pour m'entraîner, pour mettre en confiance. Ouais. Non, mais justement, quand il a commencé le hockey, il m'avait demandé qu'il voulait absolument être gardien. Et j'avais demandé comment ça se passait pour être gardien. Et puis les entraîneurs m'ont dit ouais, mais un Sprunger ne peut pas être gardien à Gauthieron, c'est pas possible. Et puis oui, il a voulu faire son chemin. Aujourd'hui, il a totalement changé. Il voulait faire du foot, donc mais tant mieux. Mais c'est vrai que c'est mes petits bonheurs. On va compléter peut-être en parlant des réseaux sociaux, parce que tu es très proche du public aussi et tout ça. C'est un élément qui n'existait pas quand tu as commencé. Comment ça se passe? Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne te voit pas trop finalement, ou bien alors on est sur les mauvais canaux? Non, vous êtes sur les bons canaux. Je ne suis pas hyper présent. Je suis présent, j'y suis. Je suis sur Instagram, sur Facebook. Mais après, au-delà, tout ce qui est Twitter, TikTok, tout ça, pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me botte plus que ça. Pour moi, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté des réseaux sociaux. Pour moi, par exemple, Twitter, d'avoir mon nom, de savoir tout ce qui se dit sur moi, d'avoir des statistiques, de voir tout ça. Non, mais je sais même pas, j'ai jamais été dessus, donc je peux même pas vous dire, mais je sais que c'est quelque chose qui me plairait pas. Instagram, ça va, ça reste des images, ça reste bon enfant. On a quand même en contact avec beaucoup de gens que je connais, donc c'est une bonne chose. Pour moi, les réseaux sociaux ont deux faces. J'y suis très peu présent parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui aime afficher ma vie privée justement dans les médias, donc encore moins aller commencer à mettre tout sur les réseaux sociaux. J'ai mon petit cocon, ma petite sphère privée à laquelle je tiens, et puis j'aime bien garder pour moi. Mais voilà, je partage des fois de temps en temps des choses comme voilà, je suis quand même un jeune adulte de 34 ans. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie un peu de notre période, et puis c'est normal, je vis avec. Après, dans le sport, c'est toujours délicat. On sait à quel point on doit faire attention à tout. Au début de ma carrière, bien sûr, on pouvait sortir, aller boire une bière 2 jours avant un match, on pouvait aller à telle heure, on pouvait en profiter un petit peu plus en étant jeune. Aujourd'hui, on le sait que c'est plus possible. On sait très bien que les restaurants sont fermés. Les ressources, ouais. Aujourd'hui, ces temps, c'est compliqué, c'est très bien pour tout le monde, il n'y a plus de soucis, mais c'est plus possible. On sait qu'avec les réseaux sociaux, on doit faire attention au moindre truc, à la moindre photo de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre. On sait qu'on est épié, et puis
Ouais, en tant que sportif, c'est délicat parce qu'on sent que c'est une place publique où les gens peuvent venir nous lyncher, nous critiquer, peuvent utiliser ça vraiment pour peut-être qu'ils se font du bien en faisant ça. Et puis voilà, je pense que moi j'essaie d'éviter au maximum d'aller voir, d'aller lire tout ce qui se dit. Je peux pas passer à côté de tout non plus, bien sûr, on est d'accord, mais voilà, je pense que il y a toujours ces deux phases de ces réseaux sociaux et puis je m'en méfie quand même un petit peu. Est-ce que tu aimes bien les pronostics? Ça va, je suis pas très bon. Bon, on va quand même te demander si tu es d'accord de participer à notre petit concours de pronostics. Bien sûr, pas de souci alors. On a chaque fois en fin de podcast. Là, on n'en a qu'un, malheureusement. Un pronostic. C'est dommage. C'est Ah, Genève-Gotteron, quoi. Il n'y a qu'un match. Il faut savoir que si tu arrives à battre Patricia, c'est que tu es très fort parce qu'elle est redoutable. Elle vient de donner elle a de l'expérience là. Elle vient de donner 3 fois le bon résultat. Donc, même Ambry. Hein, même le score. Ouais. Sérieux? Ouais. Même le score? Ouais. 3 en 4 matchs, c'est ça? Ouais. Donc, non, c'est pas mal. Hein. Sans concurrence. Bon, j'ai dit du aucune bol, chance. pas possible. Hein. Ouais. Bon, Genève-Gotteron, qui c'est qui se lance? Bah toi, comme ça, après, on dit la même chose, puis on gagne aussi. Ouais. Alors, Fribourg a toujours eu de la difficulté au Vernet, en tout cas ces dernières années. Hein. C'est un petit peu problématique. Par contre, il y a besoin d'une réaction, donc je dirais 2-3 pour Fribourg à Genève. Ok, dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire. Ok. Ça me plaît, ça va. Ça te plaît? Mais tu peux choisir autre chose. On en hein. a gagné 3 sur 6, comme je disais, il me semble. Là-bas, 2 ou 3. Même c'est vrai que si tu prends sur les dernières années, si tu remontes un peu plus loin, ça me nuise un petit peu nos chances. Mais l'année passée, on a eu un bon... on a joué 2 ou 3 fois dans tout début de la saison, je crois. Et puis on avait gagné, je crois... C'est dur à suivre parce qu'il y a des fois des années où vous réussissez très bien. C'est un peu comme c'est ça. quoi. Ouais, passé 6 Ou Rapperswil. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je vais me lancer, je vais dire... 4-2 pour nous. Ok. Avec un but de Sprunger? Pourquoi pas, ouais, si je peux justement égaliser Slava sur un but. Genevois, sur un but ou une passe, je prends, c'est pas... Tu prends tout ce qu'il y a. De Pierre? Ouais. Bon, moi, je vais un petit peu nuancer, équilibrer les pronostics en annonçant une victoire de Genève qui a aussi besoin d'une réaction. Genève qui a aussi 3 défaites de rang, ça fait rare, en tout cas, qui marque sérieusement. Ils ont gagné 1-0 contre Rapperswil en championnat. En championnat? Ouais. C'était il y a un petit moment, ils ont perdu depuis. Hein. Non, juste avant la coupe. Ils ont gagné ça, puis la coupe. Mais avant ça, ils ont eu 3 défaites, je crois. Ambry, Zug, puis je sais plus. Zurich. Okay. Ouais. Bah oui, alors victoire de Genève, 3. Hein. Ouais. Désolé, mais je pense que non, mais je pense que c'est bon, on te laisse un point sur le but que vous avez marqué. Gentil. Bon, bah c'est déjà le temps de clore ce podcast. Puis de te remercier, Julien, d'être venu à notre micro. Toujours apprécié de t'entendre et de parler de ta carrière. En te souhaitant le meilleur pour la suite. Et puis, Patricia aussi, merci d'avoir été présente. Merci pour l'animation, Pierre. Merci. C'est bien parce qu'on l'a fait un peu à la volée, non? Ouais, on a un peu plus improvisé que d'habitude. On est dans une période où il faut apprendre à s'adapter. C'est ça. C'est en temps de Covid, on s'adapte. C'est comme ça. Alors, tous un bon week-end et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Julien, merci revoir, Pierre. Merci Bonne Saint-Nicolas à tout le monde. C'est gentil. Ouais, c'est vrai, la Saint-Nicolas. Bien vu. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.